Bonjour à toutes et à tous. Je suis très impressionné, pour tout dire, et ému de parler devant une telle assemblée et après deux personnalités aussi prestigieuses que messieurs Cohen-Tanouji et Haroche. Je n'ai pas de prix Nobel, j'en aurai jamais. Et je dois vous parler en 15 minutes de la distance qui est censée nous séparer non pas de la lumière, mais de l'esprit des lumières. Alors je commencerai quand même par un petit peu de physique, en parlant de la lumière physique, les photons. On sait depuis, enfin grâce à Einstein en 1905, que seules les particules de masse nulle, comme le photon, peuvent aller à la vitesse de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde. Je le dis avec précision parce qu'il y a des puristes dans la salle. Une particule massive, elle, va nécessairement à une vitesse inférieure, pas forcément de beaucoup. Si elle a beaucoup d'énergie, sa vitesse peut être très proche de celle de la lumière. Mais, et ça c'est le point crucial qu'Einstein nous a appris, lorsque la vitesse d'une particule s'approche de la vitesse de la vitesse de la lumière par rapport à cette particule demeure égale à 300 000 km par seconde. Imaginez qu'un photon traverse cette pièce. Vous vous mettez à courir après lui, à courir très vite comme un super-héros, par exemple à 299 000 km par seconde, et vous aurez envie de croire qu'il suffirait que vous puissiez encore accélérer un peu votre mouvement pour aller aussi vite que le photon. Eh bien non, quelle que soit votre vitesse, la vitesse du photon sera par rapport à vous la vitesse de la lumière. Vous ne pourrez jamais courir aussi vite que le photon, encore moins le rattraper, et encore moins le doubler. Accepter une telle conclusion réclame une certaine ouverture d'esprit, mais heureusement, on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Voilà pour la lumière physique. Nous ne pouvons pas être fixes, dans une position fixe par rapport à la lumière physique, mais les lumières, c'est aussi une affaire philosophique. On parle d'un esprit des lumières. Comment le définir ? Évidemment, il y a plusieurs écoles de pensée, mais en gros, on peut dire que cet esprit, c'est celui qui promeut l'autonomie de l'entendement, la primauté de l'esprit scientifique par rapport à la providence, dont la révolution newtonienne est l'illustration la plus marquante. Cette tendance, évidemment, s'accompagne d'une croissance de l'esprit critique, et John Locke, l'un des philosophes des Lumières, fait par exemple une critique des idées innées, ou plutôt des idées qu'on croit innées. Cet esprit des Lumières, c'est aussi celui qui pose la finalité humaine de nos actes. On ne vise pas Dieu, on vise les hommes, l'humanité telle qu'elle est sur cette terre. On propose la quête du bonheur en remplacement de la quête du salut. Et bien sûr, on propose l'universel, notamment celui des droits de l'homme. On propose également un universel lié à la science, aux vérités de science. L'une des idées que défendaient les Lumières, les philosophes des Lumières, était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité de science, sur laquelle elle n'a pas de prise. Par exemple, David Hume écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place, et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. » Fin de citation. La vérité scientifique ne serait donc relevée d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque celui-ci peut toujours se prévaloir face au pouvoir de la vérité scientifique. Et donc, nous nous considérons habituellement comme des héritiers des Lumières. Et la question que je voudrais poser, c'est à quelle distance sommes-nous réellement de leur esprit ? Et l'actualité récente dramatique donne à cette question une portée que je n'avais pas envisagée en préparant ce texte. Poser pareille question implique d'abord de ne pas idéaliser l'esprit des Lumières, mais seulement de choisir de le prendre comme référence. Gaston Bachelard, qui a enseigné dans cet amphithéâtre, expliquait que la lumière projette toujours quelque part des ombres. Cette formule s'applique aussi bien à la lumière physique qu'à l'esprit des Lumières, puisque
la philosophie des Lumières, ça a été noté par différents auteurs, a elle aussi des versants ombrageux. Pierre Bourdieu, par exemple, allait jusqu'à parler, c'est sans doute exagéré, d'un obscurantisme des Lumières, pouvant prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. En fait, c'est du moins ce que je pense, cette formule s'applique en fait mieux au siècle des Lumières lui-même en tant que période historique qu'à l'esprit des Lumières, qu'à la philosophie des Lumières. Le siècle des Lumières fut en effet un siècle ambigu, un siècle pas intégralement lumineux, puisqu'y voisinèrent l'encyclopédie, les fêtes galantes et la guillotine. Avec le recul, on saisit mieux que ce siècle des Lumières fut un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, de la légèreté et de la noirceur, une juxtaposition déroutante de ce que nous sommes et qui commence alors à émerger, de ce que nous sommes aujourd'hui, et d'un monde dont les pesanteurs parlent encore d'autrefois. Mais, et c'est un point qui n'est pas discutable, c'est au siècle des Lumières que se forge l'idée de progrès. C'est une idée qui est doublement consolante. Elle l'est d'abord parce qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle rend l'histoire humainement supportable. L'idée de progrès fait miroiter sur la ligne du temps une utopie certes désirable, mais qui n'adviendra pas toute seule. Elle ne nous sera accessible qu'à la condition que nous nous mobilisions pour l'atteindre. Comme cette utopie est crédible et attractive, elle fait se lever les têtes, se retrousser les manches, et surtout, elle donne l'envie d'avancer ensemble. Mais elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un infime maillon de la lignée des générations. Kant avait bien formulé cela, il dit « L'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine, sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir. » Fin de citation. Ça veut dire que l'esprit des Lumières, c'est croire au progrès, c'est refuser la bohème, c'est accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif. Et la question est, est-ce que nous sommes encore dans cette situation? Et pour la creuser un peu plus, cette question, je suis allé je ne le connaissais pas, un livre de Kant qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» qu'il a publié en 1784 et qui me paraît emblématique de ce qu'on appelle depuis la modernité. Les premières phrases de ce livre sont les suivantes et elles peuvent être lues comme un mot d'ordre qui prend une force particulière en ce jour de deuil national. Ce que dit Kant est ceci. Que sont les Lumières? Réponse, la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Ce qu'il appelle la minorité, c'est le fait d'être mineur. Et ce qu'il appelle le fait d'être mineur, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. La minorité dont il est question est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de son entendement, mais dans un manque de courage de sa part qui l'empêche de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement, est le courage de savoir. Voilà, dit Kant, la devise des Lumières. Fin de citation. Et on voit que cette minorité-là, la minorité dont parle Kant, c'est celle par laquelle, par exemple, on se remet à l'autorité d'un livre qui tient lieu et place d'entendement, ou bien à celle d'un directeur de conscience qui penserait à ma place. Les hommes, dit Kant, sont mineurs parce qu'ils n'ont pas le courage de se servir de leur intelligence sans avoir recours à la direction d'autrui. Parce qu'ils ne veulent pas se conduire eux-mêmes, d'autres se sont présentés pour le faire à leur place. Sommes-nous fidèles aujourd'hui à cette prescription? Oui, on peut dire, mais en même temps, il y a un certain doute qui vient du fait que le statut de la science, depuis qu'on a quitté la modernité pour atteindre ce que certains appellent la postmodernité,
cet attachement est un peu plus faible qu'autrefois. Notre société semble parcourue par deux courants de pensée qui devraient s'annihiler l'un l'autre, puisqu'ils sont contradictoires, mais qui en réalité, dans les faits, se fécondent mutuellement. D'une part, on trouve un attachement intense à la véracité, un souci de ne pas se laisser tromper, bref, une attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière et qui s'étend désormais jusqu'aux sciences les plus dures. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d'être dupe, qui est parfaitement légitime, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. La vérité existe-t-elle, se demande-t-on? Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle, historique? Et ce qui est inquiétant, c'est que ces deux attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient se combattre, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher dans la société un processus critique qui vient ensuite fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. Je terminerai cette brève allocution en parlant de Georges Canguilhem, qui a été un élève de Bachelard, qui a également enseigné dans ces murs, et qui, en 1987, a publié un article intitulé « De la décadence de l'idée de progrès », article dans lequel il évoque la philosophie des Lumières et, d'une façon plus générale, la philosophie du progrès. Et il montre que l'idée de progrès s'est développée selon deux phases historiques différentes. La première phase, formalisée selon lui par les philosophes des Lumières, tous français, au siècle des Lumières évidemment, est une phase qui s'attache à décrire un principe constant de progression potentiellement infinie. Son modèle est la linéarité, la stabilité, et son symbole, bien sûr, c'est la lumière. La seconde phase historique apparaît au XIXe siècle lors de l'établissement d'une nouvelle science, la thermodynamique, associée au phénomène irréversible qui fait apparaître une dégradation de l'énergie. Un principe d'épuisement vient alors remplacer le principe de conservation qui était mis en avant lors de la première phase. Le symbole du progrès devient la chaleur, d'où l'idée d'une décadence thermodynamique de la notion de progrès. La lumière se dégrade en agitation thermique. Or, croire au progrès, ça suppose de faire progresser le symbole auquel on l'associe. Et peut-être serait-il temps, et cette année internationale de la lumière est peut-être l'occasion, de changer le symbole auquel on associe le progrès, peut-être de revenir à la lumière elle-même, non pas en tant que phénomène physique, mais en tant que symbole de ce qui s'oppose non pas à l'obscurité, mais à l'obscurantisme. Et pour finir, si vous me le permettez, si j'ai encore 2 minutes, je voudrais lire quelques lignes d'un texte de Nietzsche qui pose exactement la même question. Un texte écrit dans son ouvrage Humain trop humain en 1860 et quelques, je crois, et qui aujourd'hui, notamment aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui, prend un tour assez particulier. Voilà ce qu'écrit Nietzsche. La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne assez peu à celui qui se contente d'apprendre ses résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication qui est pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la religion et l'art qui consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir de toute la plus grande à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un cerveau double à l'homme, quelque chose comme 2 compartiments cérébraux,
L'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Juxtaposés, sans empiètement, étanches, c'est là ce qu'exige la santé. La source d'énergie se trouve dans une sphère, dans l'autre se trouve le régulateur. Il faut se chauffer aux illusions, aux idées bornées, aux passions, et ensuite se servir de la science pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Mais, c'est la question que pose Nietzsche, qui nous garantit qu'elle retrouvera toujours la force ? Fin de citation.